J'en reviens pas, en vrai. Ça donne les frissons, hein. On a envie de danser, on a envie de chanter, on y croit. Ouais. Hein. Bah franchement, on y croit plus que jamais. Deuxième exploit face à Fribourg, les filles d'Union Basket Féminin, hier soir au Rocher. Regarde ces images, c'est incroyable, Andrea. Donc du coup, on peut vraiment rêver du titre. Voilà, bah oui, c'est l'actualité, un sport, mais bon, aujourd'hui, je sais, c'est culture. Oui, c'est culture et on revient sur une carrière. Bernard Garot qui célèbre ses 60 ans, mais surtout 35 ans de carrière, artiste peintre, plasticien, performeur. Donc on va savoir, il va faire un petit bilan en notre compagnie. Et toi, mais oui, regarde, d'ailleurs, il est là son livre. Exactement. À Bernard Garot. Voilà. Déflagration. Bon, écoute, moi je vais te donner le téléphone parce que moi je pars au musée du Léman découvrir les anciennes barques à voile latine. Voilà, ça semble très nébuleux dit comme ça, mais ça semble très intéressant surtout, donc je vais découvrir cette nouvelle expo qui est inaugurée aujourd'hui. Allez, je te donne les rênes et moi j'y vais. Merci beaucoup. Allez, à l'abordage matelot, on vous pose ici. Eh bien, fais voir ta région, c'est parti. Et on revient sur le match du jour de la semaine consacré au basket. Les joueuses d'Union Basket Féminin nous font vibrer et rêver. Mercredi soir, les joueuses de Louann Moran ont battu Elfic Fribourg dans un match à l'ambiance de folie. Notez bien, la grande finale de LNA aura lieu ce dimanche à Fribourg pour un ultime acte 5 tant attendu. En attendant, on redécouvre ces images du match en compagnie d'Alexandre Caporal. Regardez. Franchement, on disait que c'était incroyable dimanche, mais là, on n'arrive pas à le croire, c'est exceptionnel. Créer 2 fois l'exploit, comment vous vous sentez? Oui, c'est incroyable. Et comme j'ai dit, on n'est jamais mort. Et si elles veulent gagner, ça sera jusqu'au bout, jusqu'à la 40e ou à l'overtime du 5e match. Mais on n'est pas mort et on est prêt pour le 5e match. Franchement, c'est magnifique. Un public en délire, on les gagne de 3 points. J'y crois, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis les filles, je suis tellement fière d'elles. Et je sais pas comment on tient, mais c'est juste magnifique. Gagner Fribourg, c'est déjà difficile, mais 2 fois à la suite, c'est incroyable. Comment vous vous sentez là? Bah très bien, super bien, ouais. C'est quoi qui a fait la différence aujourd'hui? L'intensité, on n'a jamais lâché, on a remis à chaque fois une nouvelle couche, on communiquait bien en défense et ça a matché. Prête pour le 5e et dernier match? Bah bien sûr, on dit jamais 203, donc à voir. Comment on tient dans des conditions pareilles? Le suspense était à son comble jusqu'à la fin, jusque dans les prolongations. Comment on tient? En fait, c'est pas seulement avoir confiance en soi, mais c'est avoir confiance en ses coéquipières et en les autres. Et à aucun moment, j'ai vu du stress ou de la peur chez une fille. Et tout le monde était certain qu'on allait gagner ce match. On va travailler, on va rien lâcher et on est prêt. Et je pense que ce qu'on a vu ce soir, il y aura la même chose à Fribourg. On va venir en masse. Et maintenant, tout est possible et je peux vous dire qu'on va dimanche à Fribourg pour ramener le titre à Nyon. Fais voir ta région sera aussi à Fribourg dimanche, évidemment, en compagnie d'Alexandre. On vous fera revivre ce match. On espère toutes ces émotions. Et évidemment, on croise les doigts pour les filles. On est derrière vous, on croit. Mercredi soir également, un parc à chiens a été inauguré par les autorités. Un parc à chiens situé sur le parking du Martinet, dont vous voyez ici justement les images. Près d'une centaine de personnes étaient présentes pour profiter de ce nouvel espace vert de plus de 1800 mètres carrés. Un parc à chiens prévu pour une durée de 8 à 10 ans en attendant le plan d'affectation du futur de la place Martinet. Une initiative qui, à l'origine, est née du postulat de monsieur le conseiller communal Olivier Monge et consorts, voté le 31 janvier 2022, demandant la création d'un premier parc canin en ville de Nyon. Eh bien, ça y est, ouf, un parc qui a du chien. Voilà, des images signées Alexandre Caporal qu'on retrouve sur le terrain avec la nouvelle exposition du musée du Léman. Matelot, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Oui, allô, il est là. Oui, je t'entends, Andrea. Effectivement. Alors là, regarde, cette salle d'exposition permanente, tu la connais certainement au musée du Léman, cette salle emblématique avec toutes ces pièces des bateaux. Mais regarde,
juste derrière, ici, s'exposent des barques à voile latine. Eh bien, dès demain, vendredi, le public pourra venir voir cette nouvelle pièce. Et regarde, eh bien, j'y pénètre avec toi et je retrouve Marianne Chevassus. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors vous êtes conservatrice adjointe ici au Musée du Léman. Alors voilà, on découvre un tout petit peu cette nouvelle salle, les barques, les voici. Et maintenant, je vais me tourner, surtout je vais tourner la caméra pour qu'on voit un petit peu mieux ces barques à voile latine. Alors Marianne, pourquoi avoir consacré une exposition à ces barques et qu'est-ce que c'est ces fameuses barques à voile latine? Alors, le Musée du Léman présente depuis longtemps une salle d'exposition permanente qui est dédiée aux barques à voile latine. Les barques, de façon générale, et les nous, même avant elles, sont les bateaux de navigation historique, de transport historique sur Léman qui ont navigué sur le lac pendant près de 2 millénaires. Transport de marchandises, principalement, alors, c'est ça? Transport de personnes et de marchandises jusqu'à l'introduction du bateau à vapeur. Et puis, à partir du moment où les personnes ont pu naviguer sur les bateaux à vapeur, les barques se sont consacrées uniquement à transporter des marchandises et des matières lourdes, surtout sur la dernière période. Alors, ces maquettes que je viens de montrer, on les reverra juste après ensemble. On décryptera un petit peu plus l'aspect technique de ces barques à voile. Mais là, ce qu'on peut voir tout de suite en arrivant, c'est qu'on y est en fait. On est à l'intérieur même d'une barque à voile latine. Alors, on se concentre, c'est historique, on se concentre surtout entre le XVIIe et le XXe siècle, c'est ça. Et là, vous avez voulu reconstituer un petit peu l'intérieur de ces barques. Quel est-il, cet intérieur? Qu'est-ce qu'on pouvait y trouver à l'époque? Alors là, nous sommes donc dans une cambuse, une chambre, plus précisément, si on emploie le terme technique employé à bord des barques à voile latine. Donc c'est l'espace de vie des barquiers pendant la navigation principalement. C'est une cambuse dans laquelle il y a l'emplacement notamment par exemple d'une couchette qu'on peut voir ici, un petit bout qu'on a reconstitué, dans une couchette dans laquelle ils pouvaient passer la nuit et les périodes en dehors de leur quart de navigation, le banc, bien entendu, la vaisselle qu'ils employaient à bord, la table du bord. On a souhaité en fait immerger les visiteuses et visiteurs à l'intérieur d'une barque pour qu'ils se projettent un petit peu et qu'ils comprennent un peu mieux la vie de ces bateliers à bord de ces embarcations. Et alors, justement, vous parlez d'immersion, elle est totale parce que je sens une petite odeur. Marianne, qu'est-ce que c'est? Alors, le chantier naval qui s'est employé à concevoir et à fabriquer cette cambuse a poussé entre guillemets le vice jusqu'au point de nous introduire du goudron norvégien pour parfumer et reconstituer même l'odeur et l'atmosphère de l'intérieur de cette barque. Mais ça venait d'où cette odeur à l'époque justement? Alors, les barques étaient étanchéifiées à l'extérieur avec du goudron. D'accord. Donc, automatiquement, elles transpiraient le goudron de partout. Il y avait toujours cette odeur de fond. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est une corne, comment on appelle ça? C'est un instrument? C'est une corne de brume. Une corne de brume. C'est une corne de brume. C'est une pièce de collection, donc, à présent, qui vient de la barque, du brick des pirates, de la Vaudoise, et qui fait partie de nos collections depuis plusieurs années. La réglementation, évidemment, exigeait que par temps de brume, les barques puissent se signaler pour ne pas qu'il y ait d'accident. Et donc, chaque bateau devait être équipé d'une corne de brume avec une réglementation à appliquer spécifique. Et pourquoi elles ont une importance particulière, ces barques à voile latine, pour notre histoire sur le Léman? Parce que ça a été le moyen de déplacement, le moyen de transport de personnes et de marchandises surtout pendant, comme je vous disais, 2 millénaires. La barque à proprement parler est une évolution de cette navigation et a commencé à exister à partir du XVIIe siècle. Et c'est toute notre histoire. Il faut pas oublier que avant l'ouverture du boulet de Chillon et du blocage de Chillon et la route de Meillerie, on ne pouvait pas faire le tour du lac par la côte. D'accord. Il fallait employer de toute façon des bateaux pour arriver jusqu'en Valais. Et donc, cette navigation était indispensable. En plus de ça, les routes étaient de mauvaise qualité. Il y avait des problèmes de brigands, de trafic. Et donc, la navigation sur les cours d'eau et sur les lacs était extrêmement importante et était même primordiale. Ouais. Alors voilà pour l'intérieur. Et puis pour l'extérieur, on va parler juste après avec vous de ces maquettes qui sont ici. Mais j'avais quand même une dernière question. Ces barques,
On en trouve encore aujourd'hui sur le Léman, des barques d'origine ou pas? Alors, d'origine, il y en a deux. C'est la Vaudoise, le brick la Vaudoise des Pirates d'Ouchy, et la Neptune, qui est à Genève. Et il y a eu 2 reconstitutions de barques, c'est-à-dire la Savoie à Thonon et la Demoiselle, qui est dans le canal de l'eau froide. Et il y a également une cochère, qui est une embarcation à voile latine, même si ce n'est pas à proprement parler une barque, mais qui fait partie de la même famille, qui a été reconstituée à Saint-Gingolph. D'accord, donc voilà, on peut encore en voir. Et alors, si tu veux en savoir plus, Andrea, sur ces voiles-là, et puis la constitution de ces barques, pourquoi des voiles latines? Eh ben, Marianne nous explique tout juste après. Alexandre, merci beaucoup et à tout à l'heure pour la suite de cette exposition. En attendant, on reçoit Bernard Garot, c'est notre invité du jour. C'est à nous. Bernard Garot, bonjour. Oh bah voilà, on perd le matériel. Bonjour. Bonjour, installez-vous seulement. Merci. 35 ans de carrière, vous fêtez également votre 60e anniversaire, une carrière sur laquelle on revient. J'ai grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Merci. Et je suis un petit peu émue parce que c'est vrai que depuis mon début ici à NRTV, j'ai suivi votre parcours, les premières images, donc je me suis replongée un peu dans toute cette ambiance, dans cette matière qu'on va aujourd'hui revisionner ensemble. Mais j'aimerais savoir, pour vous, Bernard Garot, ces 35 ans de carrière, qu'est-ce qui symbolise ? Disons que c'est un passage obligé où on se retrouve un peu avec un regard sur le passé, mais aussi un regard sur l'avenir. Et je pense que c'est un passage vers la profondeur ou un autre étage de notre œuvre, parce qu'on a des ouvrages, parce qu'on a une expérience. Et je pense que la conscience de cette expérience et ces ouvrages nous donne peut-être plus de liberté d'aller encore plus loin. Et c'est peut-être profiter de cela. Mon anniversaire, c'est anecdotique, c'est juste marquer le temps. Parce que c'est quand même c'est pas rien, 60 ans quand même. Cette notion du temps, justement, elle a toujours été très importante. Pour vous, le fait d'avoir 60 ans, ça vous fait peur ? Tout le monde va vous dire qu'on a peur. Non, j'ai pas peur. Je pense qu'on a une profondeur, une telle expérience qui nous montre autrement le monde, qui nous fait le percevoir avec une assiduité, une permanence. Et cette conscience de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on peut encore faire est stimulante. Mais évidemment, le temps est toujours compté. Et on ne sait jamais, notre vulnérabilité, on ne sait jamais quand ça s'arrêtera. Il faut profiter de ce temps présent, d'autant plus quand on a 60 ans. Alors, on va plonger justement dans la matière avec les images qu'on va voir à l'écran qui sont votre œuvre. Mais j'aimerais savoir, vu que vous parlez justement de ce qui nous reste à faire, qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait dans ces 35 ans de carrière et qui vous donnerait encore envie ? Disons que oui, l'art, c'est une urgence constante, c'est une recherche de stimuli. C'est cette nature, c'est cet environnement qui est en train d'évoluer, qui ne cesse de nous stimuler, de dire il y a encore tellement à faire. Évidemment, je crois que la liste est tellement longue. Il y a un film d'ailleurs où faire la liste de ce qu'on aimerait faire. Moi, je ne veux pas commencer à la faire parce qu'il y en aurait tellement. Mais c'est vrai, c'est d'aller, comme j'ai dit, peut-être plus en profondeur, avec plus de recul et plus d'impact encore, pouvoir communiquer ce que j'ai découvert et ce que je développe, peut-être plus largement encore, et d'où peut-être aller montrer ce travail sur les glaciers dans des pays qui n'ont pas de glaciers. Ça va s'arrêter où ? Jusqu'à la Lune ? Parce que vous avez voyagé partout en Bernard Garot. Ça a été la Chine, le Portugal, la Turquie, Norvège, on en parlait tout à l'heure avec cette exposition du musée du Léman. On a l'impression qu'il n'y a pas de lien, mais tout est lié à la navigation, le basket, c'est quelque chose qui vous passionne. Il y a ce côté enfantin où tout vous émerveille, tout vous touche. Vous me disiez, la première fois qu'on s'est rencontrés, je ressens tout avec trop d'émotions. Est-ce que c'est toujours là, à 60 ans ? Ça n'a pas changé. On fait semblant d'être assagi, mais cette urgence, elle est toujours là. Simplement, elle se manifeste autrement. Peut-être, ce n'est pas une révolte, c'est peut-être un enrichissement et, comme j'ai dit, un élargissement pluridisciplinaire pour aller chercher encore plus profondément comment on peut porter ça plus loin. C'est une envie de communiquer, de partager. Il y a une sorte de générosité et d'ampleur. L'art, c'est quelque chose, il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qui doit toucher à l'émotion, à l'inconscience, à la conscience. Elle doit toucher autant le chaos que l'ordre. Elle doit être dans le mystère, dans l'invisible. C'est vraiment quelque chose qui élève l'humain. Sans art, notre société, d'ailleurs, elle est en train de basculer. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui d'être d'artiste et de porter du sens, d'amener quelque chose, un regard sur le monde, parce que je crois qu'on ne sait pas regarder notre monde. Et c'est une de mes seules facultés, cette hypersensibilité me fait percevoir des choses, même en amont de ce qui se passe. Et j'aime bien le transmettre, montrer cette
invisible face, qui n'est pas lié au côté commercial ou au côté, de domination ou de pouvoir dans le monde. C'est vraiment un acte d'ampleur, de générosité et d'élévation, de spiritualité à quelque part. Oui, ce bousculement, ce chaos a toujours été au cœur de votre art, parce que je vous ai suivi, je le dis depuis un moment, ça a toujours été une notion qui était assez importante, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant, parce que vous avez toujours parlé de l'environnement, peut-être même sans que les gens en aient quelque part conscience, et puis là on parle beaucoup d'urgence climatique dernièrement, il y a eu des reportages qui ont été faits aussi par la chaîne de télé nationale, avec un regard aussi plus scientifique de votre œuvre. Le fait qu'il y ait eu cette rencontre entre votre art et le monde scientifique, qu'est-ce que ça a changé ? Ça m'a en plus apporté de la connaissance beaucoup plus profonde. Et en fait, c'est toujours par le hasard et la sincérité d'une démarche. On rencontre des gens et ces gens vous font avancer. La carte blanche du Muséum d'histoire naturelle qui m'a permis 11 mois durant d'explorer des choses extraordinaires à côté de neurologues, de glaciologues, de géologues et puis de paléontologues m'a fait voir à quel point on reste en surface dans notre société et que cette profondeur de connaissance nous enrichit et nous permet de voir la magnificence de notre monde et qu'on doit protéger et peut-être avoir plus de conscience. Là, il y a une définition, la définition tue l'interprétation. Et je crois que l'émotion est d'autant plus importante. L'artiste essaie d'amener de l'émotion, amener un regard sensible qui nous fait percevoir par les sens, parce que c'est une capacité de connaissance. Et ensuite, si on arrive à enrichir ça de connaissances scientifiques, vraiment le monde s'ouvre. Et je crois que ce lien art et science est très très important. Et la chance d'avoir pu explorer aussi avec mon guide, qui est un géologue, je lui ai montré comment je voyais les glaciers comme des corps, et lui m'expliquait techniquement les bédières, les moulins. On s'est complété. Il m'a dit, mais c'est génial, tu me fais voir la montagne autrement. Et lui me la montre aussi autrement. Donc je crois que c'est toujours dans l'échange et dans le partage. L'art, c'est une volonté... C'est représentatif de vos œuvres. On a vu tout à l'heure ces rencontres, ces échanges avec le collectif de la Dernière Tangente. Là, on voit ces corps. Et ça a toujours été une matière, le glacier, mais les corps aussi. Alors, je dirais que dans mon art, dans ma peinture, il n'y a jamais de corps. On est spectateur. Et d'ailleurs, c'est même un manifeste que je suis en train d'écrire, dont on va faire un film avec Marc Descoster, qui dit que je crois qu'aujourd'hui, l'humain est plutôt destructeur que constructif. L'humain n'a plus sa place. D'ailleurs, il est responsable de beaucoup de maux. Et je pense qu'il n'a plus sa place sur Terre. Il faudrait laisser la Terre agir naturellement, évoluer naturellement. Maintenant, c'est impossible, non ? Même c'est en tant impossible. qu'artiste, on travaille de la matière, on a nous-mêmes un impact. Quand je travaille sur le corps, avec des danseurs, danseuses, c'est dire notre vulnérabilité face à ce monde. Et le fait qu'on n'est rien, de savoir qu'on n'est rien nous permet de prendre conscience de l'importance de notre responsabilité à notre impact sur l'environnement. Et en fait, le corps est nécessaire en performance, dans l'acte de peindre, mais peut-être dans la peinture, il n'y a jamais de corps. On est témoin de ce monde. Par contre, c'est vrai que dans mes films, dans mes performances, le corps a une présence, mais il a une présence plutôt d'expression de cette vulnérabilité, pas en tant qu'humain, de beau corps ou de présence ou d'apparence. Il est plutôt ce lien que nous sommes rien dans ce monde. Alors vous donnez rendez-vous aujourd'hui au public, notamment grâce à votre exposition Le Temps de la Matière du 18 avril au 17 mai à l'Espace Miranda à Nyon. Et puis dans un deuxième temps, l'exposition La Matière du Temps à voir du 26 avril au 26 mai à la Galerie Saint-Bonnet à Dully. Et puis vous allez ouvrir les portes de l'atelier, des rendez-vous que vous aimez beaucoup faire. Rendez-vous le samedi 4 mai à Nyon à Espace, portes ouvertes de votre atelier. J'ai l'impression que dans ce tournant aussi, Bernard Garot, aujourd'hui, permettez-moi de le dire, mais qu'il y a peut-être moins un besoin de reconnaissance. Je pense que mes livres sont les appuis de cette urgence qui est inscrite dans le papier ou dans la pierre ou dans l'image. Et je pense qu'on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et moi, j'ai toujours fonctionné dans cette envie de donner tout, d'exprimer tout, sans... Les gens pensent toujours que c'est démesuré. Je crois que l'art n'a pas de limite et je crois que c'est l'ampleur et le souffle qui va vous donner cette émotion, qui va vous faire prendre conscience de notre rôle dans ce monde, parce qu'en fait, on est un révélateur. Et vous dites vous-même, moi je suis le petit protestant de la ville de Nyon qui allait voyager à travers le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à ce monde ?
peut-être une petite pierre, une petite trace qui participe à l'évolution de notre société. Je crois que l'artiste doit être un acteur du présent et un acteur même du futur, et il doit participer à cette évolution. Et l'art a un rôle très important, d'autant plus aujourd'hui qu'on est dans une période quand même assez en crise, pour montrer... Artiste militant, oui ou non ? J'aime pas le mot militantisme parce que c'est toujours associé à quelque chose de négatif. On va empêcher les voitures de passer, on veut protester. Moi, j'aimerais montrer le beau. J'aimerais vous rendre sensible par rapport au beau, à des problématiques. L'art doit être équivoque, pas univoque. Donc le militant, il va être univoque. Il va vous dire arrêtons de consommer en voiture. Moi, je vous laisse interpréter. Mais je vous montre à ma manière qu'effectivement, il faudrait arrêter de consommer bêtement, peut-être l'avion, etc. Moi, même dans mon travail, j'essaie d'être un modèle et de conscientiser. Je vais faire des photos, c'est une démarche à pied. Je ne vais pas prendre un hélicoptère si je n'ai pas l'urgence. Je ne vais pas m'empêcher de peut-être une fois prendre l'avion pour retourner dans des pays où je ne peux pas accéder autrement. Mais si chacun fait un petit effort, notre monde va pouvoir peut-être respirer et changer. Je ne veux pas être moralisateur du tout. J'aimerais juste montrer à quel point ce monde est magnifique et en révélant d'autres cultures, je me suis enrichi. Et quand je vais ailleurs, ce n'est pas pour imposer mon art, c'est pour prendre connaissance de leur art et voir à quel point je peux aussi leur apporter. C'est un vrai échange, c'est un bridging, on crée des ponts. Et peut-être construire ensemble et partager ces émotions. Et dans l'atelier, j'aimerais dire aux gens, venez me rencontrer. Peut-être les gens disent, mais Garot, il fait très grand, il fait très noir, il fait ci. Il y a beaucoup de préjugés parce qu'on n'a peut-être pas les outils pour lire. Mais moi, j'aimerais vous dire, non, au contraire, j'aimerais vous accueillir et vous montrer l'ampleur de ce travail qui peut vous faire émerger une émotion et dire, moi aussi, j'aimerais être acteur de ce monde plus conscient. Vous avez eu le sentiment de faire peur à Nyon ? Peur. Je crois que l'inconnu fait peur. Et quand on donne tout, oui, on est quelqu'un de non maîtrisable et on est dans un pays où on aime bien cadrer les choses. Dürrenmatt disait à Václav Havel, qui sortait de prison, qui est venu président de la Tchécoslovaquie à l'époque, que nous sommes dans une cellule, une géole, et la nuit, le Suisse il s'enferme de peur de l'extérieur. Et moi, j'ai pas peur de cet extérieur. Justement, je vais l'affronter parce que je crois qu'il me stimule. Et j'aimerais apporter cette conscience de ce monde qui bouge, oui, qui est dangereux, où à tout instant, il peut se passer des choses, pour dire, mais regardons plus loin. C'est vrai qu'on est un pays qui avons des règles extraordinaires, un pays de liberté, mais aussi de vouloir maîtriser les choses. Et j'avoue C'est ce que vous changeriez si vous aviez la baguette magique peut-être de Nyon, de la Suisse, et de s'ouvrir encore plus aux autres. Mais les Suisses, ils sont voyageurs, ils s'ouvrent au monde, mais c'est vrai qu'on aime cet ordre. Et l'artiste, c'est important de créer un peu le désordre pour pouvoir prendre conscience que l'ordre est important, mais il faut aussi avoir un peu de liberté. Et trop d'ordre, on n'est plus créatif. Donc en fait, c'est ça. Et d'aller voir dans ces pays où justement ça va à 1000 à l'heure, quand on revient ici, on a l'impression qu'effectivement tout s'est ralenti, mais on a besoin aussi de ce ralentissement. C'est pour ça que c'est très bien ce va-et-vient. Et j'aimerais porter mon travail à l'extérieur. C'est pour ça que c'est une chance unique de revoir dans la région. Il y avait Arlot, un travail de 35 ans, une œuvre vraiment où il y a une ligne de conduite depuis le début que je réalise peut-être maintenant en regardant mes livres et en voyant mes œuvres et dont j'avoue, je peux vous le dire sans prétention, j'en suis fier. Je vois l'évolution et je suis content de cette évolution, mais je suis fier du premier travail où j'avais peut-être pas cette conscience. Il ne faut jamais rentrer dans un système. J'ai l'impression que vous vous êtes trouvé aujourd'hui assagi avec ça. On voit un travail d'une œuvre et 35 ans de carrière. C'est peut-être de l'apparence, parce qu'au fond de moi, je suis bouillonnant et j'ai toujours envie d'en savoir plus et de conquérir envie de toujours faire. En tout cas, vous nous avez beaucoup fait voyager. On le voit justement là à travers ces images. Et j'aimerais vous inviter, vous à la maison, surtout n'ayez pas peur donc d'ouvrir ces portes et notamment cet atelier le samedi 4 mai. Bernard Garot, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et puis longue suite de carrière parce que vous le méritez. Merci pour votre travail. Merci beaucoup. Alexandre, on retourne donc à toi au musée du Léman pour la suite, Petit Matelot. Andrea, toujours ici avec La Barque est belle. Alors c'est le nom de cette nouvelle exposition, toujours en compagnie de sa conservatrice adjointe Marianne Chevassus. Je l'avais pas noté, c'est vrai, ce nom, La Barque est belle. Ça vient d'où ? La barque est belle est une expression qui était employée à bord des bateaux. Quand on avait complètement déchargé les bateaux, on disait la barque est belle, ce qui voulait dire la barque est vide, elle est allège, elle est déchargée. Et là, on trouvait cette expression très jolie, on disait voilà. Oui, et typique, effectivement, aussi de chez nous. Alors, à noter, Andrea, ça c'était pour l'immersion, hein, tu vois, avec tous les objets. Mais si on souhaite bien sûr se documenter un peu plus, il y a ici un écran interactif, ici un film qui est projeté. Mais Marianne, moi, ce qui m'intriguait un peu, c'était cet objet
J'en ai pas parlé avant, mais je me dis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un dispositif pour que les gens apprennent à piloter. Le but, c'est un petit instrument technique, enfin mécanique, qui permet en fait de nous dire, voilà, nous devons trouver le cap à donner à notre barreur. Ah. Donc, il nous donne une destination de départ, une destination d'arrivée. Alors, le départ, c'est Ouchy. C'est Ouchy. Je vais chercher la carte, je la place sur la boussole et à partir de là, je tourne de façon telle, je dois aller à Revera, je dois placer au bon endroit. Et à partir de là, je déplace les curseurs pour, en fonction du cap que je vais arriver à lire sur le cadran, fixer le cap là. Et quand j'actionne de nouveau la manivelle, il va me dire si mon cap est juste ou si j'ai échu. Voilà. Donc, pour apprendre aux enfants aussi à barrer, justement. Mais c'est assez technique d'être un capitaine de barque. Et on va se centrer sur ces miniatures, justement, de barques à voile latine. Alors, précisons un peu ces voiles latines qu'on voit ici. Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Pourquoi on les appelle comme ça? Et c'est quoi une voile latine? Alors, la voile latine, c'est ces voiles triangulaires qui étaient mises, en l'occurrence, sur 2 antennes, qui sont les 2 tiges transversales au mât que vous pouvez voir. Ouais. C'est une méthode de navigation qui était employée sur toute la Méditerranée et qui a été introduite par les ducs de Savoie. Elle a été employée sur les galères au XIIIe siècle, mais c'est toujours avec les ducs de Savoie en 1671 à la demande de Charles Emmanuel II, qui fait venir un constructeur niçois qui s'appelait Laurent Dantal et qui lui demande de construire un bateau là de transport de marchandises et de personnes pour révolutionner un petit peu la navigation sur le lac, qui amène cette technique de navigation dédiée à ce moment-là au transport. D'accord. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la coque qui est très spécifique, je crois, dans ces barques à voile latine. Alors, les barques à voile latine ont plusieurs éléments spécifiques. Le fait que la voile soit triangulaire, ça permet enfin de naviguer en se rapprochant de l'endroit d'où vient le vent et pas uniquement d'être propulsé par l'arrière comme c'était le cas auparavant avec les voiles carrées. Donc ça, c'est le premier élément qui est très important parce que du coup, on a pratiquement pu aller partout quand il y avait du vent. On pouvait se diriger dans presque toutes les directions. Et la deuxième chose, c'est effectivement la construction, qui est une construction qu'on appelle sur quille, c'est-à-dire avec un axe transversal sur lequel après on vient construire la barque, alors qu'auparavant, les bateaux étaient construits sur des fonds plats, comme on peut voir sur la dernière embarcation qui est au fond, qui est une pêchère, qui est un système mixte en fait. C'est un bateau traditionnel donc avant on va dire dont la construction date d'avant le XVIIe siècle, mais qui a évolué avec les barques et qui en a pris la technique de navigation et le mât, les voiles et tout le gréement. D'accord. Donc, ça veut dire, les barques à voile latine, c'est plat, mais c'est construit différemment, c'est ça? Les cochères sont plates. Ouais. Et c'est quoi les cochères? La cochère, donc, c'est le bateau que vous voyez au fond. C'est ce bateau voilà. à fond plat. C'est le nom de cette... C'est le nom de cette embarcation qui, comme vous le voyez, n'a pas de pont, à part un tout petit bout à l'avant. Oui, c'est vrai. Et qui est creuse. Et donc, ça ne transportait pas le même type d'éléments. Ça pouvait transporter plus facilement du sable, plus facilement du bétail ou des personnes comme ça. Alors que là, on venait recouvrir. Là, exactement, tout le transport de marchandises est transporté sur le pont. Et du coup, le chargement, et c'est pour ça que la barque est aussi large et aussi évasée, c'est pour avoir un maximum de poids sur le pont. Et l'habitacle, lui, est réservé aux bateliers uniquement. Ouais. Les marchandises, qu'est-ce qu'on transportait sur le Léman à l'époque? Vous disiez il y avait du bétail, effectivement, et quoi d'autre? Donc, jusqu'à l'introduction du bateau à vapeur que je vous mentionnais précédemment, on transporte de tout. On transporte du vin, on transporte des toiles, on transporte de la vaisselle, on transporte des produits, des colorants, on transporte beaucoup de bois, surtout énormément de bois, notamment de pignons évidemment, puisque c'était une partie des forêts du Jura vaudois qui allait approvisionner en bois de chauffage toutes les rives. Il y avait une autre partie qui venait du Haut-Lac. Et puis, on transporte évidemment un peu de pierre, du sable, du gravier. Alors ça, c'est les premiers éléments. Et puis, à partir du moment où ces marchandises fragiles vont pouvoir passer sur les bateaux à vapeur, les barques vont être consacrées uniquement aux marchandises lourdes, c'est-à-dire la pierre de Meillerie, surtout la fameuse pierre de Meillerie qui a fait les belles années du transport des barques au 19e et 20e siècle.
toujours du bois et le macadam, la chaux et des matières très lourdes. Eh ben, merci beaucoup, Marianne, pour cette visite, j'ai envie de dire préambule, hein, Andrea, parce qu'il y a plein d'autres choses à savoir ici sur ces barques à voile latine du Léman. La barque est belle. Et ben, ça commence demain, vendredi. Et puis, c'est exposition permanente dans cette salle ici au musée du Léman. Voilà. Merci Alexandre, à toi et à Marianne pour cette visite. Donc le rendez-vous est pris pour nos téléspectateurs. Plein d'autres recommandations culturelles avec nos invités. C'est quoi ton kiff en images? Mon kiff actuellement, c'est la série télévisée Harry Bosch, qui est sur Amazon. Mon kiff, c'est le Festival de la Tulipe. Ça fait des années qu'on y va, avec ma femme, maintenant avec mon fils. C'est très colorié, c'est très varié, on passe toujours des moments très agréables. Mon kiff, c'est la cantonale à Givrin, parce que ma sœur fait partie de l'organisation sportive de cet événement. Et puis c'est une série qui parle d'un inspecteur des crimes et homicides à Hollywood, Los Angeles, et qui est tirée de romans d'un auteur qui s'appelle Connolly, un auteur américain. Il y a beaucoup de tulipes différentes, ils font des dessins avec toutes sortes de tulipes. C'est au bord du lac. Maintenant, cette année, ils ont mis des petits stands pour boire, grignoter quelque chose, des petites glaces. Des après-midi très agréables. Je me rends compte que ça fait partie de notre patrimoine cantonal et régional. Donc j'aime suivre toute cette organisation et cette mise en place pour cette manifestation cet été. J'adore ce qu'il fait, j'adore ses romans parce qu'ils sont assez vite lus. Ça nous permet de nous plonger vraiment dans le monde policier de Los Angeles. À la maison aussi, j'ai mes petites plantes et mes fleurs desquelles je prends soin le mieux que je peux. Ce que je trouve incroyable, c'est l'engouement et l'implication de personnes bénévoles à l'organisation de cet événement. C'est énorme. Une ville que j'apprécie particulièrement, j'étais encore très récemment. Et puis ça me permet de m'évader. Et puis c'est une fois encore très bien joué et très bien réalisé. Et ça mélange une partie de sport, peut-être moins haut niveau comme je peux moi le vivre tous les jours, mais plus qui est réuni et qui est plus populaire au sein de cet événement. C'est bientôt le week-end, on s'y prépare avec les bons plans, c'est parti. Pour commencer, on embarque direction le musée du Léman qui ouvrira le vendredi 26 avril sa nouvelle exposition temporaire intitulée « La barque est belle, la vie des bateliers au temps des voiles latines ». Retour sur une tradition des transports mais aussi des marchandises, une exposition qui retrace notamment des témoignages qui pourront vous raconter tout ça. À Gland, au théâtre de Grandchamp, les 27 et 28 avril, l'équipe de la soupe aux choux revient pour vous surprendre avec une nouvelle... La soupe aux cailloux, c'est pas la soupe aux choux. Pardon. Tadam! C'est bientôt le week-end, on s'y prépare avec les bons plans. C'est parti. Et pour commencer, on embarque direction le musée du Léman avec une nouvelle exposition temporaire intitulée « La barque est belle, la vie des bateliers au temps des voiles latines ». Une exposition qui retrace notamment les transports et qui parle également des marchandises, une tradition qui existait depuis le XXe siècle. D'une rive à l'autre, on embarque direction le musée du Léman. À Gland, au théâtre de Grandchamp, on vous donne rendez-vous les 27 et 28 avril avec l'équipe de la soupe aux cailloux qui revient avec une nouvelle création intitulée Tangram, le spectacle des courtes fables animalières qui mettent en scène des animaux, des éléments naturels représentés par Tangram. À noter pour les plus gourmands, ce week-end, un brunch familial qui est proposé par Patachou de midi à 14h, l'occasion de se régaler en famille et entre amis. À Rolle, la mécanique du pétrin, vendredi 26 avril à 20h et samedi 27 avril à 19h. Après Molière et Shakespeare, la compagnie du slalom s'est mise en tête d'improviser à nouveau sur scène avec, il paraît, un spectacle qui claque entre farce et comédie, réalisme et burlesque. Les interprètes virevoltent dans un chaos organisé frénétique.
Enfin, on termine en chanson avec Le Cœur d'homme, l'avenir de Givrin, composé de 37 voix masculines. Rendez-vous à Givrin, donc à la salle communale, du 25 au 28 avril. 3 soirs de chansons, mais aussi de la restauration. Et pour terminer, des scènes théâtrales jouées par le groupe Amusez-vous. C'est tout pour les bons plans. Quant à nous, on se retrouve à partir de lundi. Très bon week-end à tous. Bon, Andrea, franchement, j'ai envie de partir en barque sur le Léman maintenant. C'est vrai. Ouais. T'as eu comme ça l'âme du navigateur qui est né. Bah oui, il y en a plein chez nous en plus. Non, franchement, super cette exposition, ça me donne très envie d'aller voguer sur le lac. Voilà. Bon, bah voilà, le rendez-vous est pris. On est revenu sur les 35 ans de carrière de Bernard Garot, artiste bien connu chez nous, mais dans le monde entier. Mais cette semaine, Alexandre, les stars, c'est le Nyon basket féminin. Ah bah oui, là franchement, c'est l'actu de la semaine. On en a parlé en long et en large sur NRTV, en images, avec des invités en plateau aussi. Et puis on vous donne rendez-vous ce dimanche à Fribourg à 16h. Nous, on sera avec l'équipe. On va essayer de les suivre durant leur parcours. Le match, bien sûr, tout ça à suivre en direct sur Nyon Région Télévision. Mais pourquoi, Alexandre ? Il faut l'expliquer, parce qu'elles peuvent devenir championnes. Mais oui, c'est vrai, Andrea, j'oublie de le dire. Bah non, elles peuvent devenir championnes suisses si elles battent Fribourg dans ce 5e et dernier match des finales de play-off de LNA. Enfin bref, on leur souhaite allez Nyon. Ouais, allez Nyon, tous rendez-vous à Fribourg. Vous n'avez rien de mieux à faire ce week-end que d'aller là-bas pour soutenir nos Nyonnaises. Alexandre, tu seras sur place. Oui. On retrouve évidemment retour sur le match lundi. En attendant, on croise les doigts. Ouais. Bon week-end tout le monde. Bon week-end, Alexandre. Ciao.